Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie des 10 gros dossiers de l'intersaison. On avait parlé la dernière fois de l'affrontement de Los Angeles Lakers, Clippers, des Warriors, de John Wall, de la bonne intersaison, ou en tout cas l'intersaison active des Pistons, sans oublier, alors ça, on ne pourra pas dire bonne, le contrat de Gordon Hayward. Cette fois-ci, on a 5 autres gros dossiers à voir ensemble, et il est toujours avec moi pour en parler, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Toujours très bien, toujours très bien. En santé. Rien de nouveau dans le Tennessee. Toujours très Non, calme. calme, à mon image. Alors, on l'a pas fait réagir au contrat de Gordon Hayward, mais je pense qu'on aurait eu droit à une séance de AK-47. Mais il est quand même là, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Ça va. Non, non, je félicite l'agent. Excellent travail. Bravo. C'est ça. On l'a pas fait la dernière fois, mais oui, faut féliciter l'agent. Comme je l'ai dit donc dans cet épisode, on va revenir sur 5 autres dossiers. On va parler des Suns, des Sixers, on va parler des Bucks, des Blazers, des Hawks, bref, encore un programme très chargé. Donc, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et surtout sur YouTube. On marque la petite pause habituelle, puis Madiane, Tom et moi-même, on se retrouve pour discuter de l'arrivée officielle de Chris Paul à Phoenix. Chris Paul à Phoenix, c'est donc fait, on en avait parlé, c'était dans les tuyaux, c'était plus ou moins fait la dernière fois on enregistrait le podcast, maintenant c'est officiel. Chris Paul CP3 arrive donc du côté de l'Arizona. On a donc pu en parler, moi et Madiane, la dernière fois. Je vais donc commencer par toi, Tom. T'en penses quoi de l'arrivée du point guard avec Devin Booker du côté des Suns? Alors, je pense que dans un objectif court-termiste, c'est très bien, puisque tu rajoutes un haut niveau de guard play en fait à cette équipe. Voilà, avoir un gars comme Chris Paul, comme vous l'avez dit, ça va être excellent pour Devin Booker et ça va être aussi excellent pour DeAndre Ayton. Après, là où j'ai un petit bémol, c'est qu'en fait les Suns, moi je les vois plus être dans la meilleure version d'eux-mêmes d'ici 3 ans. Et dans 3 ans, je pense pas que Chris Paul, c'est un joueur qui pourra leur apporter la valeur dont ils ont besoin à la main. Donc, j'espère qu'ils vont trouver une solution alternative. Chris Paul est une très bonne solution à court terme, mais je trouve que dans une vision à moyen long terme, peut-être prendre Fred VanVleet peut-être aurait été plus intéressant pour le moment où cette équipe serait à son apogée. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, pour moi, c'est une excellente signature. Après, je trouve qu'ils n'auraient pas forcément dû donner un pic au K-Pick. Je pense qu'ils n'auraient pas dû, je pense qu'ils n'auraient pas dû leur donner puisque par rapport à l'autre salaire de Chris Paul. Mais quand on prend le joueur, et ce sont, comme je vous le dis souvent, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain et les Suns vraiment meilleurs avec Chris Paul. Enfin, leur niveau plafond est meilleur avec Chris Paul plutôt qu'avec Ricky Rubio. C'est vrai. OK Pick, hein, c'était la petite vanne que j'ai envoyée dans la trame. On devait parler d'Oklahoma City. Il y avait tellement de sujets, on va pas le faire, mais oui, OK Pick qui récupère absolument tous les choix de draft. C'est vrai, on en avait parlé, Madiane, on se demandait, il fallait mettre quoi pour un Chris Paul? Parce que Chris Paul a quand même 35 ans, il aura 36 la saison prochaine. Saison de son option joueur à 44 millions. Il va sûrement la prendre. Quoique, il a peut-être le même agent que Gordon Hayward. Non, c'est pas le cas, mais il va sûrement la prendre. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un décalage entre la fin de carrière de Chris Paul et l'ascension du côté des Suns. Mais de l'autre, c'est un mec qui était 15e du DH20. Donc, il arrive et c'est le meilleur joueur de l'équipe. Oui, oui. Après, tout le monde a la mémoire courte en NBA. C'est-à-dire qu'il y a un an, c'est le pire contrat de la NBA. Bon, Gordon Hayward est passé entre-temps. Un an plus tard, on envoie des pics pour le récupérer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de mémoire courte. Donc, il est pas passé du pire contrat au meilleur contrat. C'est une valeur terrain qui est sûre. Après, effectivement, au long terme, ce contrat, on sait qu'il est amené à devenir pourri parce que, il n'est pas éternel, Chris Paul. Son intelligence de jeu fait que ça restera, à mon avis, un joueur qui pourra être décent, mais pas au niveau qu'on attend. Moi, au Suns, ce que je vois, c'est que ils envoient Rubio, bon, ils envoient Oubre, mais ça, on l'abordera un peu après, peut-être en évoquant leurs autres signatures. Mais en fait, c'est un Rubio en mieux finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va t'appeler, qui va t'ajouter du playmaking, c'est un général du terrain. Rubio initiait beaucoup de leurs offensives l'an passé, mais il avait un énorme défaut. Rubio, c'est offensivement,
lorsqu'il est laissé libre ou lorsqu'il a des shoots ouverts, il les met pas forcément. Là où je vais attendre un Chris Paul, en fait, on va pas le laisser. On va pas laisser Chris Paul, ça va libérer un peu plus les autres et ça va être extrêmement intéressant. Là où je l'attends aussi, c'est au niveau de ses capacités à rassurer l'équipe dans les moments et les matchs serrés. Les Suns avaient tendance à laisser passer des matchs assez souvent sur des détails. Et justement, Chris Paul est un joueur qui affine les détails, allant jusqu'à se plaindre auprès de l'arbitre. Donc c'est ce genre de choses. C'est pas grand chose, mais ça peut te permettre de passer les petits matchs en plus qui te permettraient vraiment ce coup-ci d'aller en playoff. Donc c'est compliqué l'Ouest, mais c'est l'objectif, c'est que l'an prochain les Suns, pour moi, ils doivent lutter pour les playoffs et ils doivent y être s'ils atteignent leurs objectifs. À pas oublier pour un peu réhabiliter la mémoire de Ricky Rubio. Ricky Rubio fait quand même, d'un point de vue shoot, sa meilleure saison en carrière du côté des Suns. Donc, on le laissait pas non plus. C'est sûr que là, Chris Paul, on sait, voilà, maestro du mi-distance. On sait qu'on lui laissera pas un centimètre, mais je pense que les scouting reports se sont adaptés, ont laissé de moins en moins d'espace à un mec comme Ricky Rubio. Tu as dit le mot, Madiane, playoff. C'est vrai que depuis, parce que c'est un peu le jeu en ce moment sur Twitter, du côté des Américains, un peu ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est de faire son classement de l'Ouest. Et c'est sûr que je pense qu'ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux, les Suns, parce que c'est la meilleure impression, même s'ils n'ont pas été en playoff, la dernière meilleure impression, voilà, cette bulle invaincue. Ils ajoutent Chris Paul, qui est un peu celui qui s'est totalement réhabilité sur cette saison. Donc tout le monde s'envoie en playoff. Moi, je dirais juste, attention, je pense qu'ils vont y aller. Mais j'attends d'affiner mes pronostics. T'en penses quoi, Tom? Je pense qu'il y a plus de chances en fait que Chris Paul fasse une saison moins bonne que la saison de l'an dernier. Je pense qu'il y a plus de chances que ça. Par contre, je trouve que les joueurs qu'il a autour de lui sont quand même un peu meilleurs. Et va falloir que, après, il retrouve aussi Monty Williams, tu vois, qui était son coach à New Orleans à l'époque. Donc du coup, je trouve que, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a des joueurs qui fit parfaitement ce que Chris Paul aime faire, même si je trouve que Ayton c'est pas vraiment un intérieur type Chris Paul puisque il est moins vertical que les Tyson Chandler, DeAndre Jordan, voilà, les Capella, tout ça. Il est moins vertical, mais il a de meilleures mains, je pense. Et c'est un joueur qui est un peu moins talent dépendant. Après, je pense que c'est un joueur qui va bénéficier aussi drastiquement des meilleures positions que Chris Paul va pouvoir lui procurer sur le terrain. Et je trouve que ce qui va être intéressant de voir, c'est le changement qui va être opéré au niveau du style de jeu de l'équipe, puisque avec Chris Paul à la main, je pense que c'est une équipe qui jouera bien moins la transition qu'avec Ricky Rubio qui poussait énormément la balle. Là où je pense que ce sera beaucoup plus une équipe de demi-terrain. Et faudra voir, du coup. Après, moi, je pense que Devin Booker, il a les qualités parfaites pour être sur du demi-terrain. Ayton et les ailiers qu'ils ont aussi. Donc, je pense que ça va être une équipe vraiment solide. C'est pas une équipe qui se fera battre, je pense. C'est une équipe qu'il faudra battre. C'est pas une équipe qui se fera battre elle-même avec ce niveau de wordplay comme des Chris Paul. Et de toute façon, l'Ouest, ça va être démentiel, parce que quand tu regardes le top 8, il faut toujours te dire qu'il y a au moins 4 équipes qui jouent le top 8 qui perdent au premier tour. C'est ça. C'est terrible. Et en comptant qu'en plus, mise en place du play-in. Donc, en fait, il y aura 10 équipes, concrètement, il y aura 4 équipes qui vont espérer y aller vraiment pour que seulement 2 places. Voilà. Difficile. De ton côté, Madiane, t'en penses quoi des chances? T'as dit que c'était l'objectif, mais t'en penses quoi concrètement des chances, voilà, de playoff pour les Suns? C'est compliqué parce que moi j'ai l'impression qu'avec le départ d'Oubre, il y a un joueur sur lesquels on va un peu plus compter, ça va être Bridges. On a Crowder qui est arrivé, mais finalement leur capacité à être bon à l'aile va peut-être déterminer jusqu'où ils peuvent aller. C'est sur poste 1, poste 2, poste 5, je me pose aucun souci, clairement, pour cette équipe. Il y a le niveau. C'est sur l'aile où faut voir Crowder. Parce que Miami ont quand même le talent pour nous vendre des mecs très hauts. Ah, et merci, puis quand tu les récupères, faut faire attention. tu te rends compte que finalement il y avait pas ça. Donc moi, Crowder, ça a l'air d'être une bonne signature sur le papier. J'attends de voir. Bridges est quand même encore un peu tendre en NBA, donc faut voir jusqu'où il peut aller.
En tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils vont défendre plus sur les ailes et ça a tendance à me plaire. Donc moi je suis plutôt confiant. Je trouve qu'ils vont dans la bonne direction. Ils n'auront pas, comme cette année, pareil, les matchs de suspension d'Ayton. Mine de rien, c'était pas rien cette saison et ils étaient un peu courts sur le play-in, mais avec un Ayton peut-être présent, enfin on peut refaire des si, mais ils étaient pas loin. À voir, mais en tout cas, je serais bien confiant, surtout avec le petit plus Chris Paul. C'est les petits détails, et je pense que ce mec-là, dans un vestiaire, peut te donner les petits détails qui font que tu vas gagner une ou deux rencontres de plus, qui va te permettre peut-être d'avoir un meilleur seeding, de monter 7 ou 8 et d'être un peu plus confortable sur un play-in. Ouais, Après, un autre petit détail, c'est quand même que Jake Crowder reste un mec aussi extrêmement, ce qu'on veut dire les Américains, streaky. Ça reste un mec de série qui a quand même des grosses fluctuations dans sa carrière au niveau du tir à 3 points. Enfin, Memphis a vu ce qu'il y avait de pire de Jake Crowder. Après, il y a aussi peut-être l'enjeu de l'époque qui était différent. C'est une certitude. Mais quel Jake Crowder on aura aussi? Ça, c'est une vraie question. Après, c'est vrai que pour revenir un peu à ce que tu disais, Madiane, il fait quoi ce qu'a dit Ben. Alors, par rapport à ce que tu as dit, Madiane, c'est vrai par rapport à l'aile, je trouve que il y a un défaut de création à l'aile puisqu'ils ont essentiellement des joueurs de sanction à l'aile, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vont sanctionner un décalage qui est fait en amont pour eux et t'as quasiment personne à part Dario Saric qui a été plus lui utilisé un peu en point center, point forward quand il était dans la bulle, tu vois, un peu, qui lui a les capacités de faire un peu de l'organisation balle en main et un peu de playmaking sur short roll. Ça, c'est quelque chose que tu n'auras absolument pas du coup. Et toute la création sera répertoriée sur Devin Booker et Chris Paul. Ils peuvent le faire, ils ont le talent pour le faire. Par contre, est-ce qu'ils pourront assurer autant en playoff? Ça va être une question. Et après, pour faire quoi à ce que tu as dit, Ben, par rapport à Jay Crowder, même si c'est un strictly shooter, les équipes vont toujours le défendre parce que les équipes ont peur du volume, car qu'ils mettent ou qu'ils mettent pas, t'es obligé de le défendre pareil. T'es obligé de le défendre pareil parce que c'est un mec de volume et les équipes, elles vont plus avoir peur d'un mec qui a du volume que genre Jeremy Grant qui shoot à 40% sur 2 tentatives, par exemple. Ou Tony Snell qui est à 40%, mais il en prend 1,5 par match, par exemple. Après, ça reste un problème si il est dans une mauvaise passe et qu'il continue. Alors certes, on va le défendre, mais sachant qu'il y a plus d'autres dangers, je pense que même si Crowder est dans une grosse phase, tu préfères toujours avoir du Crowder que du Booker ou ce qu'il y a à côté. À noter avant de passer à l'autre sujet, hein, il y a quand même un élément. Là, c'est pas un petit détail, c'est un énorme détail. Ils jouent en Pacifique et ils ont déjà potentiellement 2,5 voire 3 équipes meilleures que tu joues. Alors, ça sera différent cette saison, mais tu joues énormément de matchs contre les équipes de ta division. Donc, à voir si ça risque pas de leur coûter, je dis pas les playoffs, mais peut-être une ou deux têtes de série si la division est beaucoup trop forte, en fait, tout simplement. On peut enchaîner et parler d'une équipe dont on avait déjà parlé la semaine dernière. C'était Philadelphie. Alors, mea culpa. Je pensais, je ne croyais pas au talent de magicien de Daryl Morey. En l'occurrence, il a réussi à faire des mouvements et même à se débarrasser, entre guillemets, du contrat d'Alorford. Donc, Alorford n'est donc plus là. Même chose pour Josh Richardson, Alec Burks non plus, Raul Neto non plus. Les arrivées, Danny Green dans un trade, voilà, le trade qui avait vu partir Danny Green de Los Angeles. Seth Curry est arrivé. Terence Ferguson et aussi Dwight Howard dans un enchaînement d'événements assez surréaliste. Dwight Howard qui trouve qu'il est à Los Angeles. Oui, ensuite, enfin bref. Je vais commencer par toi, Madiane. Est-ce qu'on assiste à la magie d'Daryl Morey? Parce que honnêtement, j'aurais pas parié, expression de vieux, un copec sur la capacité, un copec sur la capacité de Morey à bouger à Alorford. Non, clairement, avoir réussi à se débarrasser d'Alorford, c'est peut-être le tour de force que je lui accorde. Parce qu'on s'était déjà dit, oula, le contrat commence à puer et il commence à peine. Donc on s'était dit, waouh, ça sent le truc un peu intradable, etc. Il s'en débarrasse. Bravo à lui. Moi, au-delà de ça, ils ont perdu un truc, en fait, cette équipe, l'an dernier. Ils ont perdu, en fait, l'apport que leur donnait JJ Redick. Et l'espace que crée JJ Redick sur le terrain, ils l'ont jamais récupéré l'an dernier. Qui était le meilleur shooter de cette équipe l'an dernier? Allez me le trouver, mais Korkmaz peut-être. Enfin, c'était difficile quoi l'an dernier. C'était peut-être Korkmaz le meilleur. Et puis c'est pas le même type de shooter que JJ Redick.
Ah non, clairement pas. Et là, ils ont 7 Curry. Et 7 Curry, en termes de shooting, je crois qu'en termes de pourcentage, il y a peut-être 2 mecs au-dessus de lui dans la ligue. Elite, il est à 45%. Et il Exactement. prend du Et, pull-up, il prend du spot-up, il prend Il fait du tout. après-dribble, il fait Hmm. tout. C'est un et excellent, s'il voilà. n'y a pas Steph Curry, Seth Curry, c'est un excellent joueur NBA. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est Il a, vrai, hein. il La a, il malédiction. a, bon, en plus c'est le gendre du coach, donc il a l'air d'arriver en terrain connu. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que le move est extrêmement bien. Richardson leur apportait pas ce qu'on voulait. Pareil, encore une arnaque d'un mec qui sort de chez Miami. Euh, non mais c'est vrai, hein. Euh, En fait, donc là, ouais, vas-y. pareil, Danny Green, on le critique pour le tir qu'il met pas, mais moi je trouve que ça Il est reste pas quand même très un, bon quand même, Madiane, la saison dernière, Danny Green. Il est il est, pas. il est, mais moi, je pense qu'on surestime les capacités en shoot de Danny Green depuis le titre des Spurs en 2014. Depuis 2015, c'est plus trop ça. Et il a eu une opération de l'œil, on le sait, visiblement, il a eu des soucis, mais c'est plus trop ça. Néanmoins, ça reste quand même un joueur décent dans une rotation. Et entre lui et Furkan Korkmaz, bon, je me dis que c'est pas forcément mauvais. Ils ont gardé Tiboul. Voilà, ils sont renforcés là où ils avaient des faiblesses, les postes extérieurs, à voir ce que ça donne. Il manque un meneur quand même. Je trouve qu'il manque un meneur de métier, un meneur backup. Je pense qu'il manque un meneur Ouais. backup. Tom, qu'est-ce que tu en penses de ces arrivées de Philly? Moi, je dois avouer que enfin, je tire mon chapeau. Je suis vraiment impressionné par ce qu'a pu faire Daryl Morey. Alors, en plus, Josh Richardson, en fait, je trouve que c'est tellement marrant quand on peut voir sur les réseaux, etc. La vision qu'on en a à Miami ou aux Sixers. Si oui, s'ils avaient le Josh Richardson de Miami, je pense que les Sixers l'auraient gardé tous les jours. Le problème, c'est que c'est pas le joueur qu'ils ont eu, et je pense qu'ils avaient besoin de joueurs à l'image d'un Seth Curry qui est capable de se créer son tir. C'est ce qui leur manquait. Bah, c'est surtout qu'en fait, Josh Richardson, il apportait pas assez de ce qui manquait en fait à Philly. Philly, Josh Richardson, enfin les choses sur lesquelles il était évalué, c'est son shoot et son pourcentage à 3 points. Faut pas se leurrer, et sa création individuelle, parce que Josh Richardson, faut se rappeler qu'il est arrivé pour remplacer entre guillemets Jimmy Butler. Donc, ce que tu attends d'un mec que tu attends pour remplacer Jimmy Butler et ce que tu attends d'un mec qui était un role player à Miami, c'est pas pareil, tu vois. Puisque à Miami, il était vraiment dans une autre optique. Alors oui, il avait pas mal de responsabilités balle en main, mais il n'était pas seul à l'époque. Puisqu'il y avait Dragic, il y avait Winslow, enfin, le point Winslow et tout ça. Donc je pense que Mm. ce qu'attendaient les fans de Philly était irréaliste au niveau du joueur et par rapport aux déficiences qu'il y avait dans leur équipe. Sinon, pour revenir sur les transferts, Seth Curry, je trouve que c'est intéressant, c'est une bonne opération puisque Seth Curry, il a aussi un contrat plus long que Josh Richardson. Donc, du coup, c'est une meilleure valeur puisque pour Philly qui n'a pas de cap, qui ne pourra jamais quasiment utiliser du cap space avec les contrats de Simmons, Embiid et et Harris. Harris, avoir un mec sur un contrat plus long que tu n'auras pas forcément à re-signer, c'est une bonne opération. Euh, 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 donc Curry qui a 2 ans de plus que Richardson, c'est une bonne opération pour eux puisque ils ont quelqu'un de stable pour plusieurs années, quelqu'un qui apporte dans un secteur où ils en ont vraiment besoin. Pour Danny Green, on en a parlé un peu, Ben. Moi, je trouve ça totalement irréaliste qu'ils aient juste dû envoyer que le pic. Franchement, alors c'est vraiment pas par rapport à la valeur d'Alor Ford, c'est-à-dire que tu te débarrasses entre guillemets d'un gars que tu ne peux pas optimiser et qui sera jamais bon entre guillemets dans ton système pour récupérer quelqu'un à une position où tu as un trou et qui pourra jouer dans ton closing five, puisque voilà, c'est ce qu'on va regarder dans ton closing five. Et en Mm. plus, tu économises environ 50 millions entre la taxe et les contrats et tu t'envoies Mm. juste un pic. Donc, enfin, moi, je trouve que En c'est fait, un Tom, super. j'ai Ouais. l'impression que on juge les trades maintenant, on regarde juste, il y a eu combien de pics. Quand tu prends le mauvais contrat, t'as eu combien de pics. En fait, Mm, c'est un peu la course c'est pas tellement la course au pic, c'est juste l'obsession du jugement vis-à-vis du choix de draft. mm. Mm. Donc, du coup, je trouve, enfin, ils ont fait un excellent boulot, même à la draft, tu vois. Ils récupèrent aussi un shooter à la draft. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est du bon boulot de la part c'est du très bon boulot, je pense, de la part de Daryl Morey. Mm.
Je suis assez d'accord avec vous. C'est ce que moi, quand j'ai vu ce trade-là, puis l'arrivée de Seth Curry, je vous envoie un message. C'est le fameux closing five, le 5 qui va terminer du côté des Sixers. C'est la première fois qu'un mec comme Ben Simmons aura autant de spacing autour de lui, parce qu'il aura un Seth Curry, il aura un Danny Green, il aura Tobias Harris et Joel Embiid. Bon, Joel Embiid. Tobias Harris en 4. En 4 en plus. Enfin, il y a, c'est vraiment un bon été du côté de Philly. Puis, même si tu l'as dit, Tom, c'est vrai que ils auront jamais de cap space à cause de des contrats massifs de leur big three, si on peut appeler ça comme ça. Au moins, si Danny Green marche pas, Danny Green n'est plus là dans un an. Enfin bref, ils se laissent aussi la possibilité de changer si ça marche pas avec 2021, où on semble voir qu'il va se passer des trucs sur la free agency, mais à travers les trades. Donc honnêtement, je sais pas si tu as un truc à rajouter, Madiane, mais c'est très positif. Et je trouve qu'en fait, à l'Est, on va parler de l'Est, mais il y a quand même les équipes peut-être du deuxième groupe se sont vraiment améliorées. Enfin, faut faire attention. En fait, il y a des armadas qui se créent à l'Est et il y a des équipes qui bougent pas. Et voilà, qui deviennent moins bonnes. Ouais, penser vert, ça peut être un problème en fait. Parce que là, les Sixers, ils sont là, ils sont bien meilleurs que ceux qui sont sortis en playoff. Non, clairement, et vraiment, Daryl Morey ne pouvait pas faire mieux. Je vois pas ce qu'il peut faire mieux. Il avait besoin de shoot, il a du shoot. Et il se débarrasse d'Alorford. Je vois pas. Ouais. Ok. Il a profité. Oui, en fait, il profite vraiment des équipes qui, eux, comme ils savent qu'ils n'ont pas de cap space, ils s'en foutent en fait de récupérer de l'argent après 2021. Et ils profitent du coup de ça pour récupérer des joueurs qui ont peut-être une plus grosse valeur, mais comme les équipes qui possèdent ces joueurs-là ont d'autres plans pour la free agency, ben la valeur entre guillemets du joueur dans le contexte de l'équipe où ils sont est différente de celle qu'ils auront à Philadelphie par rapport à leurs propres contraintes. Totalement. Ils profitent vraiment de tout le monde est happé par 2021, ils en profitent. On va parler. Alors là, je sais pas comment introduire ce sujet Bucks. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a beaucoup de débats par rapport à pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, Bogdanovic du côté des Kings, voilà, on nous annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN nous annonce 3 jours avant pratiquement, il y aura un sign and trade du côté des Bucks. Bon, là, du côté de la ligue, pétage de câble, parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaye, d'agiter les petits drapeaux. Les gars, essayer d'être plus discrets, parce qu'en théorie, ils ont pas le droit de se parler. Le trade est avorté, et parce que visiblement, Bogdanovic n'a jamais vraiment été mis au courant de la transaction. Alors déjà, ça pose plein de questions. Qui sort l'info, etc. Bref, il y a 15 000 questions. Je vais commencer par toi, Tom. Moi, ce que je retiens juste, c'est que tu essayes de prolonger ton MVP et ton front office, que ça soit ça, ou même dans l'affaire Pat Connaughton, parce qu'il faut en parler aussi de ça, prouve que tes dirigeants prouvent qu'ils n'ont aucune notion CBA et cap space. Enfin, c'est pas super rassurant. Moi, je te laisse. En fait, je trouve qu'ils en ont une, mais en fait, c'est mal fait, c'est brouillon, entre guillemets. C'est brouillon. Et en fait, sur ces détails techniques, tu peux pas te permettre d'être approximatif, puisque dans les équipes comme ça, le diable est dans les détails. Le diable est vraiment dans les détails. Ben voilà, c'est des trucs tout bêtes. Le sign and trade de Bogdanovic, moi, je pense que c'est quelque chose je pense que l'histoire de tampering et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui a été leaké. Moi, je pense que c'est des Hawks, puisque les Hawks ont de l'argent à pouvoir proposer à Bogdanovic, et là, on enlevait le joueur du marché avant que eux aient pu faire une offre. Donc, je pense que c'est de leur côté. Après, j'ai pas de source, hein. Je n'ai pas de source du tout, mais puisque Bogdanovic, je pense qu'il comme les mecs du Boston Globe. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et après, il y a aussi la notion, on en a parlé, de la notion de hard cap. Quand tu fais un sign and trade, tu es hard capé à la prune taxe. Et en fait, les unlikely bonuses comptent dans ton cap. Et comme Drew Holiday a énormément d'unlikely bonuses, ben peut-être que le contrat qu'ils auraient pu proposer à Bogdanovic sans dépasser la prune taxe était trop faible par rapport à ce que lui espérait. Et du coup, c'est ce qui a fait le truc capoter. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, ouais, bon, les Bucks, moi, je trouve que c'est moyen ce qu'ils ont fait, du coup, cette intersaison. Je trouve que te hardcapper pour Bogdanovic, c'est une bonne chose. Te hardcapper en donnant la BAI à Bobby Portis, c'est une très mauvaise chose. On sent ce qui est positif, parce que Giannis était allé voir le proprio après l'élimination en playoff. Madiane,
on voit qu'il y a un sentiment d'urgence. Ça, c'est indéniable. Il y a quand même un sentiment d'urgence. Mais comme l'a dit Tom, c'est mal exécuté. Puis surtout, ça rassure pas, en fait. Drew Holiday reste, je pense, en l'état, un meilleur joueur que Chris Middleton. Donc, je pense que tu as une nouvelle deuxième option. Mais d'un côté, on le savait, hein, il allait pas réinventer la roue, le GM des Bucks. Mais je trouve qu'ils ressortent. En fait, c'est tellement brouillon qu'on regarde même pas ce qu'ils ont fait. C'est vraiment la manière qui les dessert. Non, mais au-delà de la manière, moi je trouve que en termes de quantité, en fait, ils avaient beaucoup de variété. Ça pouvait être plein de joueurs différents qui sortaient de leur boîte, que ce soit Hill, Matthews, il y avait Lopez qui apportait des choses. Et Portis et Augustine, c'est pas des mauvaises signatures, mais Ils jouent pas j'ai en pas playoff. l'impression j'ai pas l'impression qu'ils joueront et qu'ils t'apporteront grand-chose. Et ton but, c'est de réussir à mener une rotation à 7 ou 8 pour accompagner Giannis. Alors, oui, on est d'accord. Ils sont gagnants quand même sur un truc. C'est que, évidemment, Bledsoe n'a pas apporté la variété dans le jeu dont ils avaient besoin. Et là, au moins, tu récupères avec Holiday un mec qui peut te prendre la balle et apporter un peu de variété. Ce qui a peut-être fait défaut aux Bucks au moment où Giannis n'y arrivait pas, c'est que il y avait Chris Middleton et le désert médical quoi autour. Et au moins là, avec Holiday, on peut se dire que tu as peut-être quelque chose de solide. Défensivement, tu as aussi quelqu'un qui va se donner un peu plus intelligemment. Bledsoe se donne défensivement, mais parfois tu le sens un peu distrait et il fait des conneries. Là, j'ai l'impression que tu as quand même récupéré un défenseur un peu meilleur, pas dans l'intention défensive, pas physiquement, mais au moins dans l'intelligence qu'il peut avoir sur certaines rotations. Donc voilà. Au moins là-dessus, tu as un bénéfice, mais il se déplume. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils vont être moins forts en saison régulière et pas forcément plus forts en playoff. Après, est-ce que c'est un problème, ça, les gars? Parce qu'en vrai, en saison régulière, ils tapent plus de 50 sans trop de problèmes. Enfin, faut Ils se ont rappeler qu'on Giannis. parle d'une équipe voilà, ils jouaient pas les quatrièmes cartons. Ouais. Enfin, Mmh. parce qu'ils écrasaient tout le monde. Mm. Donc vraiment, enfin, on est d'accord pour dire qu'on les juge uniquement sur les playoffs. Donc le fait Oui, qu'ils se soient renforcés sur les playoffs, je trouve que c'est à mettre à leur crédit. mais est-ce qu'ils Et est-ce qu'ils sont plus forts? moi, je trouve pas que ce sont vraiment renforcés Pour moi, ils en sont plus playoff, forts, puisque les tu vois, gars. ils ont. Hmm. Pour moi, ils sont vraiment plus forts. Enfin, Moi, je trouve vraiment, pas. non, mais ils sont plus Par forts sur rapport, les en fait, playoffs. tu penses par rapport au gap, au gap Bledsoe Drew Holiday, tu penses? C'est surtout Bledsoe, ça parce Drew que Holiday, ils ont moins de joueurs ils qui auront peuvent enfin un jouer. mec qui peut tenir la balle, comme dit Oui. Madiane. Ça, Ouais. c'est le problème en fait. Hein. Ils auront enfin un mec qui peut tenir la balle. Ils ont un très bon défenseur. Non, ils sont meilleurs. Après, est-ce que ça change fondamentalement l'équation? Je suis pas sûr, mais Ça dépend de Giannis, hein. Enfin, il y a un moment. bref, on va pas rentrer dans ce débat. Pour moi, justement c'est ce qu'il y a autour. Ça dépend Moi, plus de lui. enfin, Enfin, je moi, je t'en trouve prie, pas toi. vraiment ils sont meilleurs parce qu'ils ont quand même perdu dans l'opération. Bledsoe en playoff, c'est un stopgap, entre guillemets. C'est un joueur enfin, neutre, entre guillemets. Mais ils ont quand même perdu George Hill, qui était quand même important les deux fois où ils sont allés en playoff. Ils ont perdu Wes Matthews aussi. Ouais. Donc, enfin, ils Mhm. perdent quand même un peu de profondeur à l'aile. Ils sont Robin Lopez. handicapés et Robin Lopez, tu vois, ils sont handicapés et ils vont se retrouver à devoir signer que des mecs au minimum, tu vois. Et pour moi, tu vois, Mm. les grosses ressources qu'ils avaient, c'est la MLE et la BI. Donc la MLE, la mid-level exception, et qui vaut environ 9 à 10 millions. Et la BI, la biannuelle exception, qui vaut environ 3 millions, 3 millions 5. Voilà. Ils ont utilisé la BI sur Portis, qui pour moi n'apportera absolument rien en playoff. Il joue pour moi pour Bobby Portis, c'est pas une valeur positive en playoff, parce qu'il a même déjà fait les playoffs. Oui, il a fait les playoffs. Et Pat Connaughton et Didier Augustine, qui pour moi, aucun de ces joueurs-là ne peuvent rentrer dans ton closing five, puisqu'on a vu que ce qui a posé des problèmes aux Bucks dans ces playoffs-là, c'est que ils avaient aucun moyen de s'adapter. Ils trouvaient pas des solutions pour s'adapter. Par exemple, mettre Giannis en pivot. Si tu mets Giannis en pivot là, qui est-ce que tu rajoutes pour combler ton 5? Parce que si tu mets Giannis en pivot et tu enlèves Robin Lopez, qu'est-ce que tu rajoutes tu enlèves Brook Lopez. Qu'est-ce que tu rajoutes du coup dans le closing five?
Alors, je vous trouve dur. Je pense déjà qu'ils doivent jamais finir un match sans Robin Lopez. Je pense C'est un en bon théorie, Lopez. mais sans Brook Lopez, pardon. Mais là où je vous trouve dur, c'est que l'époque des Warriors est finie. Je pense que DJ Augustin peut voir des très courtes minutes de playoff. Ouais, C'est il se fait difficile. cibler quand même. C'est difficile, Amel. Il se fait cibler, DJ Augustin, et c'est de pire en pire. Alors, ok, il a été décent parfois avec le Magic, mais c'est quand même limité. C'est Et les gars, honnêtement, vous attendiez quoi? Parce que là, honnêtement, ils font pratiquement. Bon, c'est On vous vrai. dit, ils ramènent Drew Holiday il y a un mois. Moi, je pense oui, qu'on oui, fout non, loin. mais Enfin, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'ils ont. En vrai, j'aurais été enthousiasmé s'ils avaient réussi le sign and trade, ils l'ont Ouais. raté. Je Moi, pense qu'en fait, c'est ça part de c'est ça, ça. parce Ça part que de ça, en ouais. plus, il y a l'affaire d'Ilyasova qui part du coup parce qu'il devait servir de monnaie d'échange et derrière ils ne Ils garantissent pas perdent de son l'argent, ouais, contrat. ils perdent de l'argent. Mm. Donc, en fait, leurs plans sont tombés à l'eau et derrière, tu peux plus te retourner, quoi. après, je donne peut-être la valeur au fait qu'ils ont. Je donne peut-être trop de valeur à la puissance de feu. Pour moi, ils ont un nouveau numéro 2 et qui est proche du numéro 3. C'est vrai, il y a toujours Ouais, mais c'est un pas un top océan 20 entre un NBA, et tu 2. vois. Est-ce que le Heat a deux top 20 NBA quand il passe? Je suis pas sûr, tu vois. Ils ont, tu vois, Ouais. Bam, il est et sérieux, je hein. rappelle qu'aucun de vous l'a mis Oui, c'est vrai, dans c'est son vrai. DH. Il y C'est est vrai. presque. Donc, tu vois, si t'as 3 top 35, je suis pas sûr que Dans tu le passes top, dans pas un top 5. dans Ouais. un top 5, je suis pas sûr. À l'Est, je suis pas sûr que sur un malentendu, t'es pas en finale de conf, voire Ouais. finale NBA. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que c'est à mettre en relation, c'est à relativiser du coup avec le niveau global du haut de l'Est qui pour moi s'est affaibli. Pour moi, Miami est moins fort avec toutes les aspirations de Cal Suisse pour 2021. Pour moi, Miami est moins fort pour l'instant. Boston est moins fort pour l'instant. Parce que bon, Tristan Thompson, il est bien gentil, mais non. Toronto est moins fort, vraiment. Ouais. Mm. Bah, on l'a dit, la seule équipe, il y a l'énigme Nets, on sait avec qui il y aura sur le terrain, on sait pas. Les Et Sixers sont le plus Indiana. forts, Ouais, mais Les Sixers et sont Indiana, ouais. bien mieux. ouais, Indiana. c'est tout en fait. Enfin, Mm. donc je me dis que tu peux parier sur la stabilité, tu peux aussi parier sur le fait un peu un pari Clippers. Tu pourras difficilement faire pire niveau parce qu'on parle d'une équipe qui s'est jamais Clippers, Milwaukee. On parle de deux équipes qui se sont jamais fait à la bulle. Donc Ouais. à voir. Mm. À date, vraiment, enfin, moi, je suis côté net. Je me dis que si Kevin Durant et Kyrie Irving peuvent jouer à un très bon niveau, je suis bien là. Je suis très bien au vu de ce qui se passe à l'Est. Oui, tout le secret est dans le si de cette phrase. Ouais, c'est ça. Justement. C'est ça. C'est le gros. C'est Non, le mais gros en si. vrai, c'est l'énorme si. Hein. Moi, je Mm. parie pas. Hein. Je Ouais, sais pas. ça a forcé aussi Budenholzer à pousser ses joueurs à jouer plus de 30 minutes. Hein. Enfin, Enfin, ouais, comme tu dis, enfin. enfin. Là, il va pas pouvoir. Ou alors, il aura l'audace de mettre 20 minutes à Bobby Portis en playoff et il pointera à Pôle emploi. Après, alors, les gars, on va pas respecter la trame là, parce que c'est plus logique peut-être de rester à l'Est. On a parlé un peu du haut de l'Est. Ouais. Allons du côté d'Atlanta, qui est, pour la deuxième année consécutive, la hype de l'Est. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça. Bref, il y a une espèce, il se crée quelque chose autour d'Atlanta. Atlanta qui a donc attiré Rajon Rondo, Chris Dunn, Danilo Gallinari, Tony Snell, ils ont juste perdu Dwayne Dedmon et Jeff Teague. Et du cap space. Et peut-être que d'ici à ce que cet épisode sorte, Bogdanovic sera arrivé. Bref, Ouais. les gars, tout le monde les met en playoff. Je suis pas super serein ou si sûr de ça. J'ai même vu de l'avantage j'ai même vu l'idée selon laquelle ils se battraient pour l'avantage du terrain à l'Est. Oh là, Oui, personne n'est d'accord. Allez, Non. Madiane, je te laisse commencer. faut se calmer. Ils ont rien dépendu. Ils ont été offensivement, c'était sympa, c'était drôle, c'était marrant, mais c'était pas sérieux. En fait, c'est une équipe qui n'avait rien de sérieux l'an dernier et ok, c'est sympa, mais est-ce que vraiment, en rajoutant Gallinari et Rondo et Chris Dunn, tu passes d'une équipe pas sérieuse du tout à vraiment quelqu'un qui joue les playoffs? À l'Est, on dit que tout est possible. La direction playoff, j'attends de voir. Il y a quand même des choses dans cette équipe qui doivent être stabilisées.
défensivement, tu peux pas te permettre d'être. Enfin, tu peux tenter une Washington de cette année, c'est-à-dire tout donner pour l'attaque et puis tant pis, on verra bien, on mettra plus de points que l'autre et on va gagner. Mais à part cette stratégie-là, qui a quand même ne t'emmène pas en playoff de manière stable, il y a des choses à voir. Et c'est pas Gallinari, c'est pas Rondo, c'est pas Chris Dunn qui change la face de l'équipe. Alors, à la limite, si c'est une Bogda et qu'ils me disent tout pour l'attaque, il y a moyen que ça te fasse un 8-9 et que ça passe. Mais Bogdanovic a pris. Il se passe quoi avec Bogdanovic? C'est l'effet miroir déformant. Bradley Beal, quand un mec est disponible, on le voit beaucoup plus beau qu'il n'est. Enfin, ah ben c'est le dernier des Mohicans là dans cette free agency. Donc c'est pour ça. Dans une free agency pas bonne, c'est le dernier disponible. Donc je trouve que je dis pas. Je pense qu'il peut avoir un impact même dans une équipe qui joue le titre, mais il révolutionne pas, je pense, les Hawks. Non, mais il les révolutionne pas, surtout pas défensivement. Donc en fait, s'il arrive, c'est un tout pour l'attaque et tu tentes comme Washington. Mais en vrai, moi je trouve que ça manque de stabilité, de base défensive. Malgré ses signatures, je vois rien qui rend l'équipe moins mauvaise défensivement. Et à partir du moment où t'es mauvais défensivement et que t'es l'une des pires défenses de la ligue, je vois pas ce que tu fais. Tom, à noter aussi, hein, vu qu'on fait un petit moment draft aussi, et ils ont drafté Onyeka Okongwu, qui aussi était un joueur qui était beaucoup apprécié hein, dans les cercles de fans NBA. Donc je pense ils ont beaucoup de profils qui sont appréciés. Donc ça explique peut-être que ils sont classés très haut par certains observateurs. Bah après, voilà, les Hawks, l'an dernier, ils ont gagné 20 matchs, hein, quand même, faut le rappeler, hein. C'est ça. Non, mais c'est ça, ils ont gagné 20 matchs. Après, on me dira que 20 matchs, c'est seulement que les Wizards qui ont fini, qui étaient dans la bulle, quoi. Enfin, tu me diras voilà, il y a pas une énorme différence. Donc, je pense que ça va être des favoris pour le play-in. Alors, de là à aller en play-off, peut-être ça peut être une wild card, mais je pense que ça va être des favoris pour le play-in. Mais en tout cas, tu sens clairement que voilà, ils sont plus dans la même cour que Cleveland, Détroit, New York et Chicago. Oui. Ils sont peut-être au niveau, tu vois, ils sont peut-être au niveau Orlando, Charlotte, Wizards. Et encore là, tu vois, et là, on est déjà il y a une de ces équipes-là qui sera en playoff, hein, les gars. Entre Orlando, Washington, Charlotte et les Ils sont Hawks, au-dessus de Charlotte quand même. Ils Hmm? sont au-dessus de Charlotte. Enfin, selon moi. S'ils sont au-dessus de Charlotte, par exemple, t'as Orlando, Washington et les Hawks, t'as une de ces trois équipes-là qui sera en playoff. Ou en fonction de ce que Toronto fait ou pas. Donc, tu vois, bon, après, on relativise avec le niveau de l'Est, hein. Mais globalement, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pas reproduit les erreurs de l'an dernier. L'an dernier, ils ont tout misé sur le plafond des joueurs en oubliant totalement le niveau plancher de jeunes joueurs. Et en fait, t'avais des joueurs qui pouvaient potentiellement faire ça, mais en réel, qui ne faisaient rien de ce qu'ils pouvaient potentiellement faire. Et là, cette année, ils ont rajouté un peu un niveau plancher avec des vétérans. Donc, Rondo, Chris Dunn, Gallinari sont des joueurs, tu sais exactement ce qu'ils vont donner. Certes, ça suffit pas pour. Ce sont pas des joueurs qui vont, par exemple, faire de toi. Ce sont pas des joueurs qui vont te permettre de passer d'une bonne équipe à une équipe élite. Par contre, ce sont des joueurs qui vont te permettre de passer d'une équipe moyenne, voire faible, à une équipe correcte. Et je trouve que en augmentant leur plancher, du coup, en fait, c'est une équipe qui est sujette à moins de variance. Et avec le bas de l'Est, ne pas avoir de variance, c'est un avantage puisque deux soirs sur l'autre, tu sais que l'opposition, elle est pas ouf, quoi. À noter aussi, je pense que toujours garder à l'esprit ce play-in, je trouve que c'est une équipe qui aura de l'avantage. Je pense qu'être une grosse attaque sur le play-in t'avantage par rapport à être une grosse défense. Parce qu'il suffit que sur un malentendu, tu tapes un match, grosse adresse, t'es en play-off. Oui. Donc je pense que ils ont. On parle ça, mais c'est scandaleux le play-in de cette année-là. J'avais fait un article où je défendais le 8-9, 10 ouais, le 8-9. Même ouais. 10 scandaleux, c'est trop. Pire, c'est qu'en fait, si t'es 7 et tu perds 2 matchs, t'es pas en play-off. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. 7-10, je trouve ça beaucoup trop. Après, est-ce que la Ligue fait pas ça dans une année où il y a des problèmes au niveau financier? Voilà, rajouter un petit peu de ça. Parce que je rappelle que le play-in c'est une meilleure audience que la plupart des matchs du premier tour.
le playing pour ESPN. Ouais. Donc c'est important. Après à noter, moi j'aime bien aussi l'arrivée de Rondo parce que ça enlèvera la balle de Trae Young qui était le joueur qui avait le plus le ballon en NBA et ça lui enlèvera. Ça je trouve ça positif. C'est sûr. Là en tout cas, The Athletic annonce qu'il y a bien une offer sheet pour Bogdan Bogdanovic qui est en cours. Bah, donc voilà, c'est eux qui ont leaké. On va voir. Est-ce que ça matchera ou pas, on verra. Mais il se peut qu'il se renforce encore un tout petit peu plus. Et comme tu disais, Ben, Trae Young est l'un des meilleurs shooters de la ligue quand en catch and shoot et sur spot-up. Le problème, c'est qu'il en fait que trop peu. Il en fait trop peu. Il en fait trop peu parce qu'il a tout le temps la balle. Et en fait, tu vois, avoir des joueurs à côté, même Chris Dunn qui peut aussi tenir le ballon. Donc ça peut être intéressant. Et même au niveau du front court, t'as plus les gars, ils ont commencé la saison avec Alex Len, c'est fini Damian ça. Jones. Alex Len, Damian Jones et Bruno Fernando. C'est pas pareil là. Là, tu vas commencer la saison avec Clint Capella. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai pareil. qu'il y a l'arrivée de Clint. Avec John Collins aussi. Ou c'est une année charnière pour John Collins aussi parce que... Et en plus, il était absent 25 matchs. Lui aussi avait pris pour antidopage. Suspension. Donc pareil, ils vont l'avoir. Donc... Non, il y a pas mal de petites choses en fait qui s'ajoutent à cette équipe qui feront qu'elle sera pas à 20 victoires. Ouais. L'avantage du terrain, c'est dans Flamade, ouais. mais ils ont plus de ressources, c'est sûr. Mais par contre, par rapport à la balle dans les mains de Trae Young, j'ai du mal à envisager Rondo et Trae Young ensemble sur un terrain. Non, je pense en saison régulière, je pense que c'est à l'est. Ouais, mais tu défensivement, tu fais comment? Ça dépend. Ouais, mais de toute façon avec Trae Young, après défensivement, tu parles pas défensivement avec Trae Young. De toute façon, on va être honnête. Hein. C'est un des gros débats qui est posé notamment moi et Alan qu'on salue chaleureusement. C'est un des gros débats. Trae Young, c'est quoi en fait? Pour moi, c'est en playoff que ça se pose. Saison régulière, c'est pas une question que je me pose. Mais c'est playoff, bien sûr. Playoff, pour moi, c'est pas un 5 que tu peux sortir. C'est un problème. En fait, il y a un problème fonctionnel avec Trae Young du coup. Quand tu regardes les hautes positions, c'est que c'est un joueur que tu peux difficilement cacher. C'est typiquement exactement ce qui s'est passé avec Lou Williams en playoff ou ce qui s'est passé avec Kemba Walker. Cible sur pick and roll, tu ramènes son joueur, boum, 1 contre 1, débrouille-toi. C'est ce qui va se passer avec lui. Et en fait, le problème avec lui, c'est que tu peux pas mettre de système de défense en switch, puisque il peut garder personne. Il peut pas garder les meneurs, il peut pas garder les deux, il peut pas garder les trois, tu peux le mettre sur personne. C'est ça. Donc lui, Trae Young, le truc, c'est, il faut que son niveau d'attaque soit tellement énorme. Il faut que son niveau d'attaque soit vraiment énorme pour du coup justifier que tu puisses le mettre, qui ne soit pas comment négatif. dire, trop négatif. On a vu, regarde Kemba Walker, au moment c'était un joueur négatif pour Boston avec le box and one, des trucs, machin. Je crie pas victoire. Je dis juste qu'il y a un moment, on oublie je pense qu'on est tellement dans les stats, on oublie que le basket c'est un sport de taille et qu'être petit c'est un problème. C'est un problème en fait d'être petit. Ouais. C'est un vrai problème. Et c'est le débat qu'on a tout le temps. Moi. Je dis tout le temps, prenez le cas de Chris Paul, il est partout en fait. Hein. Chris Paul, il est partout pour rester sur le terrain avec cette taille-là. Donc Trae Young, imaginez le niveau qu'il va devoir avoir offensivement pour rester sur le terrain dans des grosses confrontations de playoffs sans être ciblé constamment. Enfin bref. On referme la parenthèse, mais voilà, vous entrez un peu dans les secrets du site. C'est un débat qui, moi, j'attends de voir parce que je reste totalement pessimiste et je crie pas victoire, mais le cas Kemba Walker prouve qu'il y a une limite structurelle à avoir des mecs de petite taille, en fait, qui sont pas capables de défendre. On va finir. Alors, on était beaucoup à l'Est, là. Philadelphie, Milwaukee. On est passé par Atlanta. Allez, on part de l'autre côté des États-Unis. Portland, qui, pendant qu'on enregistrait, a signé Harry Giles pendant 1 an. Voilà. C'est du breaking news. En direct. Portland, j'ai intitulé ça, les gars. Enfin, la bonne intersaison, parce qu'on parle beaucoup de 2016. C'est sans doute l'équipe qui aurait plus payé les pots cassés de 2016. Et puis là, on a vu, alors on va faire plaisir à Adrien, on a gardé Carmelo Anthony. Ouais. On a surtout rajouté Robert Covington, Rodney Hood reste, Derrick Jones est arrivé et on n'a pas vraiment perdu grand chose à part Mario Hezonja qui, n'est pas un joueur incroyable et pas une asset extraordinaire pour cette équipe. Moi, je vous avoue que je suis totalement séduit par ce qu'a fait Portland. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Oui.
Oui, moi en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette équipe, c'est que on a bien vu qu'ils étaient très forts dans la bulle, et moi j'attribue cette force non pas qu'au coup de boutoir de Damian Lillard, mais il y a aussi autre chose. Moi je trouve que c'était un faux 8 dans cette bulle parce que ils avaient récupéré Nurkic, et Nurkic change énormément de choses à cette équipe. Et ils ont souffert toute la saison parce que Whiteside, ce n'est pas Nurkic, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même intelligence de jeu ou l'intelligence tout court. Euh, c'est 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 quelque chose d'autre en fait, Nurkic dans leur système, et ils les aident énormément en leur apportant une ancre à l'intérieur vraiment importante pour leurs deux guards, Lillard et McCollum. Ils réussissent à récupérer enfin de la force à l'aile et de la bonne force à l'aile, parce que Covington, pour moi, ça reste quand même, bon, sans être un élite, c'est un joueur moyen sur un poste 3 qui va un peu te verrouiller ça. Donc pour moi, il se renforce là-dessus. Bon, il rajoute Hood, enfin il le re-signe après avoir avec sa blessure. Moi, j'ai plus de doutes. Derrick Jones Jr., pareil, moi Un mec de je Miami. sais pas. Ouais, un mec de Miami. Bah, désolé, mais ça va être mon running gag sur cet épisode. Mais un mec de Miami, je sais pas ce qu'il vaut en dehors de Miami. Et bon, le retour de Kanter, ça c'est plus pour la profondeur. À mon avis, en playoff, il verra pas le terrain, ou pas beaucoup. En tout cas, moi je me dis, pour se sécuriser en playoff, ne serait-ce que juste l'ajout de Covington, à mon avis, ça peut les aider énormément. Melo jouera sans doute poste 4 avec Covington à côté. Ça Ah, il est reste pas mieux que titulaire, Melo, non? Il sera pas Ouais, titulaire, Melo est sur le banc. Si Ah, Il est Rodney Hood sur le revient, banc, Melo Melo. est sur le banc. Melo, je à pense qu'il serait voir, même huitième homme, hein. Je pense pas qu'il, à voir. enfin, par rapport à ce dont l'équipe a besoin, limite, un mec aussi dynamique que Derrick Jones Jr., ça peut avoir plus d'intérêt que Melo, hein. C'est surtout ça, moi. Je te donne la parole, Tom. Je trouve que enfin physiquement, ils vont plus se faire écraser. Alors, Robert Covington, Ouais. c'est pas le mec le plus physique. Je pense que c'est plus un défenseur collectif. Il va effacer les erreurs de tout le monde, mais ça va faire du bien à cette équipe. Derrick Jones est monté sur pile, et je pense qu'enfin ils vont arrêter de se faire, parce que ils perdent souvent des séries de playoffs sur l'aspect athlétique en fait. Ils perdent les séries de playoffs sur l'aspect athlétique. Là, ils vont plus trop les perdre. Puis encore une fois, moi je regarde. Je suis en train de devenir le plus mesuré de cet épisode, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'en fait, ils partaient encore une fois avec tellement peu de marge. Un mec comme Covington, c'est inespéré. Alors, il balance Ah, Ouais. des tours de draft, mais c'est C'est pas grave. une équipe bien classée. Donc, voilà, in fine, ça n'a pas de valeur. Donc, moi, je suis plutôt séduit. Avec la marge qu'ils avaient, plutôt, ouais. Et puis, Trevor Ariza, Tom, je sais pas si tu l'as dit en off ou, ou quand on enregistrait, mais voilà, ça fait 2 ans que c'est le fantôme de Trevor Ariza. Donc, non, vraiment séduit par ce qu'ils ont fait. C'est ça. Ils, C'est ils, ça. ils seront moins ric-rac, en fait. J'ai Bah, l'impression qu'ils se sont donné un peu de marge. c'est surtout que c'est une équipe qui, à travers les années, on l'a vu, hein, c'est une équipe qui avait un problème de profondeur, hein, par rapport à ces équipes. Ils avaient un gros big two. Et en fait, à partir du moment où tu arrivais au niveau du 6, 7e homme, déjà là, c'était pas, je voulais pas forcément faire jouer ces joueurs. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment pas mal de joueurs qui peuvent jouer en playoff, hein. Même, tu vois, on parle beaucoup du niveau plancher en fait que t'apporte ta seconde unité. Quand quand t'as une bonne deuxième unité, bon banc, ben ça te permet d'aller beaucoup plus loin en fait, en saison régulière, ou du moins d'assurer un niveau durant 48 minutes qui est proche de ton niveau maximal. Et ça, en fait, cette saison, je trouve qu'ils ont vraiment un banc solide, hein. Ils ont vraiment un banc solide, hein. Quand tu prends, enfin, Rodney Hood, après, faut voir comment il revient, puisque, voilà. Mais c'est des gars sur un banc, Rodney Hood, Enes Kanter, Carmelo Anthony, Derrick Jones Jr., Gary Trent. Gary Trent, la révélation, du coup, de la bulle de leur côté. Enfin, ils ont des corps. En plus, tu récupères Harry Giles en plus. Ouais. Voilà. Donc, ils ont des gars pour jouer et pour complémenter le 5 majeur. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose pour cette équipe-là. Et, je pense que eux, typiquement, ils peuvent aller essayer de jouer l'avantage du terrain. Surtout qu'ils ont Robert Covington, là où c'est génial, il a pas besoin du ballon, en fait. Et il faut arrêter avec les mecs qui ont besoin du ballon dans cette équipe. Et là, il a pas besoin du ballon, Robert Covington. Donc non, je suis d'accord. Après, c'est sûr que l'avantage du terrain à l'Ouest va falloir aller le chercher quand même, parce que c'est un peu la guerre. C'est la jungle. J'avais utilisé ça, c'est Guantanamo. Vraiment, c'est compliqué, mais
À voir. Non, moi, je suis vraiment séduit et je pense aussi, je suis en train de me faire leur 5. On parle beaucoup du 5 qui termine un match. Ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu un où le joueur le moins bon est pas vraiment, en gros, c'est pas une cible, quoi. Ouais, c'est ça. Encore faut-il qu'ils ne finissent pas avec Melo. C'est ça. Parce que Et ça, là, ça peut aussi être, ça peut aussi être un problème par rapport à la stature du joueur dans l'effectif, comment il est regardé par les autres. Tu vois, est-ce que tu vas pas, est-ce que le coach aura peut-être pas plus tendance à faire confiance au professionnel qui est Carmelo Anthony, par exemple, même s'il est moins bon, peut-être sur une fin de match, il sera peut-être moins adapté puisque ce qu'il peut apporter lui est déjà apporté en grande partie par CJ McCollum et aussi Damian Lillard. Et est-ce que du coup Lillard et McCollum vont permettre à Terry Stotts de coacher et à mettre Carmelo Anthony sur le banc dans les fins de match? Ouais. Il y a aussi autre chose à voir par rapport à tout ça, c'est par rapport au banc. Trent Junior, comment tu vas l'utiliser sur ton banc? Parce que c'est un peu la révélation de la bulle. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il a pas sa place. Enfin, s'il veut avoir ses ballons, je pense qu'il a pas sa place dans le 5. Et du coup, ils vont quand même avoir un banc où il va falloir voir qui va. En fait, je trouve que ça manque d'un meneur, honnêtement, d'un gars qui peut faire du playmaking sur le banc. J'ai quand même du mal à voir parce que ce soit où Trent, va y avoir Melo peut-être du coup. Il après, y en a saison Simmons, régulière, il y a tu fais, Simmons, il y a Anthony Simon, il a plus en saison régulière, comme allait dire Ben, je t'alternes. pense que tu peux, ouais, t'alternes et puis tu fais du staggering, tu vois, tu peux avoir un 5 avec, quand les minutes où, par exemple, où CJ McCollum et Damian Lillard ne sont pas ensemble sur le terrain, il y en a toujours un des deux qui est là, en fait. Ouais, c'est ça. T'alternes constamment, en fait. Oui, t'alternes. Hein. Mais c'est quand même, ça manque. Enfin, pour moi, tu vois, Je compte énormément sur les deux. en comparaison, pour moi, c'est plus un problème pour Philly que Portland. Oui, non, mais Ouais. Philly, c'est encore pire. Mais tu vois, pour moi, eux, ils ont une meilleure. En fait, le truc, c'est qu'on juge Portland dans le prisme de ce qu'était l'Est il y a 2 ans. Mais pour moi, l'équipe qu'ils ont là, elle est meilleure que l'équipe qu'ils avaient quand ils sont allés en finale de conf. Ouais. Oui. Et Ils sauf sont allés en c'est finale ça. de conf, c'était bizarre. Ouais, et sauf que les équipes qui sont au-dessus d'eux sont moins bonnes que les équipes qui sont présentes actuellement, que celles qu'il y avait il y a 2 ans. Hein. Elles sont plus nombreuses. Mais elles sont moins bonnes. À voir. Est-ce qu'ils sont moi, je regarde Portland. Moi, je regarde par rapport à Utah. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ces eaux-là qui vont peut-être se jouer. Est-ce qu'ils sont au niveau de Utah ou pas tout à fait? Ils sont Ils sont meilleurs quasiment que. au niveau d'Utah. Moi, je trouve qu'ils sont quasiment au niveau d'Utah parce que Utah, ils ont un gros 9 maintenant. Hmm. Ils ont un gros 9 majeur. Et quand tu regardes bien, c'est Denver, ils sont moins bons. Ouais. Ils Denver sont moins bons. Et Utah, on devait parler de Utah, on l'a pas fait parce qu'il fallait choisir des sujets, il y en avait pas 3 heures. Moi, je trouve l'intersaison de Utah, en fait, ils solidifient ce qu'ils sont, mais les problèmes restent les mêmes, en fait, à Oui, Utah, oui. fondamentalement. C'est ça le problème. En fait, en fait, je pense qu'ils partent du principe qu'ils n'ont pas pu vraiment jouer leur chance cette année, mais je pense que c'est une erreur. D'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, Donovan Mitchell vient de prendre son Ouais. extension max. Voilà, je le glissais volontairement, mais je suis pas convaincu. Tu vois, en fait, encore une fois, on parle de niveau maximum, niveau minimum. Le niveau maximum des Portland, il est bien meilleur, tout simplement parce qu'ils ont ils ont le meilleur joueur et je trouve qu'ils sont plus adaptés à plus de match-up que Utah. Utah restera une équipe qui dépendante du match-up. Après, Robert Covington, faut pas non plus le voir trop beau, hein, mais depuis Tom, je me faisais la réflexion depuis qu'on a commencé le podcast. Nous, tous les ans, on disait mais il manque quelqu'un à l'aile, il manque quelqu'un à l'aile. Alors c'est pas Paul George, Robert Covington, mais au moins c'est un mec que tu peux mettre et tu fermes pas les yeux quand il est sur le terrain. C'est déjà ça. C'est ça clairement, et c'est un joueur qui est respecté par son adresse, même si son adresse est fluctuante, un peu le syndrome J. Crowder, hein. Même si c'est un mec qui est respecté pour son tir de loin et qui défensivement, lui, alors certes, ça va pas être ton wing stopper, tu vois, c'est pas le mec qui va stopper les gros ailiers. Par contre, par rapport à ce qu'ils avaient eux, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Ah oui, non, c'est enfin, ils étaient décimés à cet endroit-là, ça fait plusieurs saisons. Ken Bazemore, Ariza, enfin, voilà, quoi. Il y a plusieurs Moirclair, Moirclair, c'est Aminou. Voilà, enfin,
c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour moi, ça change diamétralement le niveau Ouais. plafond de cette équipe-là. Et Nurkic nous a rassurés en plus avec son retour. C'est pour ça ils ont joué sans Nurkic jusqu'à la bulle. Là, on est rassuré sur son niveau. Je me dis que c'est aussi c'est un asset en plus en fait qu'ils auront cette année. Donc oui, ils sont bien plus forts. Et moi, je les trouvais vraiment en faux 8 l'an dernier. Pour moi, c'était pas la 8e équipe au vu de la forme et au vu de comment ils étaient. À voir cette saison, mais j'ai pas l'impression qu'ils seront aussi ric-rac qu'ils l'ont été cette année. Ok, Après, eh bien on verra. encore faut-il que Lillard reste aussi incandescent, hein, parce que C'est ça en fait. Ah oui. Ça reste des équipes qui quand même, ça me fait un peu, encore une fois pour faire le rapprochement avec les Bucks, ça reste des équipes qui tirent quand même beaucoup la corde sur leurs meilleurs joueurs en fait, hein, parce que leur niveau, ils dépendent tellement que leurs meilleurs joueurs soient que Lillard reste un top 10 du DH20. Vous avez remarqué, hein, je mets le DH20 dans tous les épisodes maintenant. c'est ce que je constate. Il faut que Lillard reste un top 10. Après, il y a quand même, il y a l'historique qui va de son côté, donc. Moi, je parie sur le premier match de Lillard sur notre ami du premier pick de la draft qui s'est amusé à faire une interview où il a parlé de lui. Je sens que ça va mal se passer cette affaire. Je pense que son premier match NBA, il va pas aimer. Ok, c'est là-dessus. En parlant justement, en parlant des Bucks, oui, vous allez vraiment deviner à quelle heure on a enregistré cette émission, parce que Torrey Craig arrive du côté des Bucks, ce qui est une rotation qui pourra peut-être jouer être dans leur closing. Ouais. Dans leur closing ou ça c'est intéressant. Ou même en playoff. Enfin, un mec qui pourra surjouer en playoff. Voilà, c'est. Ouais. Après, ça, c'est intéressant. Même si, peut-être pour les auditeurs, on dit jouer en playoff. Honnêtement, je pense que quand ton premier tour, c'est pas d'insulte parce qu'ils ont eu du mal, mais quand ton premier tour c'est Orlando, les joueurs qui sont éliminés de l'équipe, il y en a pas beaucoup en fait. C'est après quand tu montes en échelon, bien sûr, ça, voilà, c'est comme un peu une étape au Tour de France, le peloton s'effrite, mais au début de la montagne, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent jouer. Ouais, c'est ça. Et ben c'est là-dessus les mecs qu'on va terminer cet épisode, ces 10 gros dossiers de la Free Agency. On espère que vraiment que d'ici là, James Harden ne sera pas prêt trader. Mais du côté de Houston, on a l'air, Tillman Fertitta, il a l'air vraiment décidé à totalement ruiner sa franchise. Donc, il va prendre son temps. Donc, il a vraiment décidé de prendre son temps parce que d'après les rumeurs, j'allais dire les Raptors. Les Rockets sont prêts à vivre comme ça. Je cite, je fais les guillemets, ils sont prêts à vivre. Avec le training camp avec Westbrook et Harden ensemble. Alors qu'ils ont quand même, on parlait de Détroit l'autre fois, ils ont récupéré Christian Wood. L'équipe est meilleure en fait. C'est ça qui est quand même l'équipe potentiellement meilleure. Donc, bref, encore beaucoup de feuilletons dans ce grand feuilleton qu'est la NBA. Et ben les gars, c'était un plaisir d'être avec vous. On rappelle aux auditeurs, de nous suivre sur les plateformes de podcast, de nous suivre bien évidemment sur YouTube, de nous suivre sur Twitter, le compte @dunkebdo, les comptes perso de tous les intervenants. Nous, on va marquer une pause. On va prendre quelques jours pour respirer parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à intégrer. Puis on va réfléchir petit à petit au preview parce que, messieurs, dans un mois, à ce moment-là, la saison aura repris. Ce qui est quand même complètement incroyable. Ah, voilà. Ah, voilà. Et ben, du coup, on vous souhaite une très bonne semaine à tous. C'est lunaire. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!